Au terme des 9e Jeux de la francophonie tenus ici en République démocratique du Congo, un athlète congolais a été contrôlé positif. La grande question est celle de savoir, est-ce les athlètes de la République démocratique du Congo, toutes disciplines confondues, ont-ils connaissance du dopage ici en RDC, d'autant plus qu'il y a un centre, un service antidopage qui exerce ici sur le sol de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces gens-là font pour permettre à ce que les athlètes de la RDC, les dirigeants de disciplines confondues, karatéka, judoka, taekwondoïne ou encore ceux qui font le kickboxing, apprennent bien sûr à se faire contrôler afin de se faire conduire également lors des grandes compétitions, étant donné que, par exemple, à l'avènement des Jeux Olympiques, il y aura des tests. Les athlètes de la RDC qui vont participer à ces Jeux-là doivent bien sûr se munir également de certains contrôles. Est-ce que cela a été fait en amont? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que ces tests sont gratuits ou bien il faut les payer? Ça s'est fait comment? Autant de questions qui vont sans nul doute trouver les réponses avec notre invité sur ces plateaux, Monsieur Yves Kappa. Bienvenue. Merci, merci Monsieur Valdo. Pas trop connu dans le média. Ouais, je peux te dire, on fait un peu l'héros dans l'ombre. Pas assez visible non plus. Ouais. Les noms qu'on retient, c'est beaucoup plus Dr Nguébé. Oui, c'est la figure emblématique du dopage. Hein. Et nous, on est sous sa conduite. Et là, on est en tout cas en pleine émergence. Et sous son coaching, donc. Il y a un bon sens managérial et on espère bien de m'être connu, comme tu l'as dit, au niveau de la presse. Eh ben, il est trop exigeant. Vous voir à ses côtés, c'est que ça va. Oui, ça va. Vous répondez aux critères. Oui, oui, oui. Il est trop exigeant. Il a ce côté-là, travailleur d'abord. Disponibilité et également ponctualité. Et la sérieuxité dans ce qu'on fait. Peu bavard aussi. Oui, quelquefois, mais en dehors du travail. Mais dans le travail, il est trop exigeant. Oui, très peu exigeant. La réalité ici en République démocratique du Congo, quand on veut parler, vous êtes dans l'antidopage. Mais j'aimerais bien qu'on parle du dopage d'abord. Tout à fait. Est-ce que vous vous rendez compte que la majeure partie des athlètes de la RDC n'en ont vraiment pas connaissance? Oui et non en même temps. Dire que la majeure partie n'a pas connaissance du dopage, non. Au fait, la RDC a ratifié cette convention de lutte contre le dopage depuis le 22 avril 2010. Donc ça va faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans, 14. Oui, plus de 10 ans déjà que la RDC est signataire du Code mondial. Donc le dopage n'est censé ignorer par personne. Ils sont censés les connaître, mais comment se fait-il que de temps en temps, ils se retrouvent là-dedans? Il y a trop d'évolution en termes de produits dopants. Oui, il y a trop d'évolution. En fait, dans la sphère congolaise, il y a certains produits qui se retrouvent quotidiennement, qui sont de coutumiers chez nous. Je prendrai un exemple rapidement là, le cannabis, donc le cannabinoïde. C'est parmi les produits qui sont interdits et généralement, ce sont ceux que nos athlètes congolais utilisent. Ça donne un peu de physique. Oui, ils se disent c'est un stimulant, voilà, moins esprit, stimulant, alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit, est-ce qu'il vous arrive de leur dire que tel produit est interdit, tel autre produit est interdit? Qu'est-ce que vous faites? Oui, tu connais bien notre pays, même par rapport à nos pratiquants d'activités physiques et sportives, nos sportifs plus particulièrement. On est en train de faire le travail, au fait, je dirais, dans nos langues nationales. Parce que les fois où j'ai à sensibiliser ou à parler avec des athlètes, les Quinois, je parle lingala. C'est vrai que les mots sont en français, mais j'essaie d'interpréter le mieux tant soit peu pour faire passer le vrai message en lingala. Donc, ils savent bien que le cannabis, c'est le marijuana, c'est la cannabinoïde, c'est diamba. Diamba, bangi. Donc, le pipi na lingala, mais bango na lingala na français na bango ya moi argo la clope. Donc, ça passe un peu fashion. Voilà, j'ai pris une clope. Donc, bangi wana. Donc, quand je parle avec eux, je leur dis bangi et pekisami. Et même par rapport à l'éthique, l'éthique humaine, en soi, c'est pas bon pour la société, quand ça pour ne les vous sert citoyens. Pas, quand ça ne vous sert pas, mais quand cela vous sert, non, vous savez bien dans les contextes. Je comprends, oui, mais on devient aussi addictif. Ça devient un truc on devient aussi dépendant. Et avec le temps, ça a des conséquences. On ne sait rien faire sans pour autant prendre le bang. Alors qu'on peut utiliser ses capacités naturelles. Par exemple, pour les sportifs, ils en prennent pour... Bon, eux, ils se disent stimuler. Mais nous, ce n'est pas dans la catégorie de stimulants.
c'est dans la catégorie des cannabinoïdes. Donc le cannabis est prohibé, il est interdit. Mais pour nos athlètes congolais, les Kinois, je peux dire, mais à part ça, il y a un autre produit qui est surtout les sportifs de combat où les poids est exigé pour dégraisser un peu. Tout à fait. Ils vont vers les laxistes oui, pour chercher à rester dans c'est parmi sa catégorie. Oui, c'est parmi aussi un des produits dans la sphère congolaise. Donc, surtout comme tu as dit, les sportifs des sports individuels, notamment les sports de combat, ils aiment bien le prendre. Parce que tu verras un sportif qui n'est pas discipliné. Pendant un temps mort, il se livre à la boisson, je dirais... Temps mort de non-compétition. Non-compétition. Donc, il est hors compétition, il livre à la boisson. Il se livre à tout prendre, à tout manger. Et subitement, il prend du poids. Et quand on lui annonce qu'il y a une compétition dans 1 mois ou dans 2 mois, il recourt directement à ce produit-là, qui est déjà une tricherie. Et ce produit également a des conséquences sur la santé du sportif lui-même. Donc, ça lui permet en fait d'avoir tout le temps envie d'aller uriner. Tout le temps avoir envie d'aller uriner. Là, il utilise même excessivement sa vessie. C'est rare. Donc, pour lui, il se dit donc, je peux facilement perdre 3-4 kilos rapidement en 2 semaines ou en 1 semaine. Et votre présence dans pareil cas, c'est pour faire quoi exactement? En fait, nous, on est là, je ne dirais pas qu'on est vraiment une police, mais nous sommes en train d'encadrer et d'orienter. En fait, c'est pour leur avenir aussi. Après le sport, il y a une vie. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit performant tout au long de sa carrière et après le sport, on devient malade. On a besoin d'eux. En fait, nous faisons en même temps la carotte, mais avec le bâton. Mais quel bâton? Le bâton, c'est la sanction. C'est la suspension, voire même la radiation à vie. Donc la carrière peut s'arrêter. Bon, parlons d'abord de comment est-ce que vous traitez avec les fédérations. Parce que quand on parle d'athlètes, vous n'avez, je dirais, pas une relation étroite avec les athlètes. Vous passez par les fédérations. Oui, c'est la nouvelle politique, si je peux le dire. L'Agence mondiale a déjà développé divers mécanismes. Nous sommes en parfaite, étroite collaboration avec les fédérations et les fédérations qui relaient à leurs organes subdélégataires. Et également, quand il le faut, on est en étroite collaboration avec l'athlète. Parce que nous avons les catégories de contrôle. Si on doit faire un contrôle intelligent ou un contrôle ciblé, donc c'est l'athlète. Et je n'ai pas besoin d'une autorisation quelconque de la fédération ou d'une ligue ou d'une entente. Mais donc c'est directement... On reste dans le contexte congolais. Les athlètes, ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas se faire contrôler, si je peux me dire ainsi. Oui. Parce qu'ils n'ont pas connaissance je dirais, de ce que vous allez faire. Ils s'estiment que vous jouez le rôle d'un policier. Vous savez que quand on parle de police, tout le monde se dit où est-ce que j'ai fauté? C'est quoi le problème? Tout le monde se retrouve, il se sent coupable de quelque chose, une sorte de menace. Tout à fait, je comprends. Mais il y a quelques années, on a essayé de développer cette approche la plus facile. On n'est pas amis ou ennemis, mais nous faisons notre travail. On a essayé de montrer aux athlètes que c'est un bonheur d'être à nos côtés, d'être orientés. En quoi faisant? Nous passons également par les staffs médicaux ainsi que techniques qui sont en contact permanent avec les athlètes. Quand les messages passent chez eux, facilement ça peut atteindre les athlètes. Et à part ceux-là, nous-mêmes aussi, de temps en temps, on passe à travers les divers entraînements, comme là, il y avait un camp d'athlétisme, après le webinaire en ligne avec la Fédération africaine d'athlétisme. Donc, on a eu à parler sur le sujet de dopage, qui est vraiment très crucial. Et après, je suis descendu moi-même pour parler aux DTN et j'ai trouvé en pleine séance d'entraînement les athlètes qui étaient là. Ils ont eu à poser certaines questions et on a été vraiment abordables et ils ont été, je dirais, édifiés et ils voulaient continuer. C'est là que nous invitons maintenant les dirigeants sportifs à nous accompagner dans ce que nous avons appelé le programme national antidopage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous paraissez un peu plus dynamique? Parce que vous n'allez pas me dire le contraire, qu'il y a eu un temps où vous étiez quasiment inexistant, on va le dire ainsi, où on ne vous sentait pas, mais contrairement aux temps actuels, où vous passez des séminaires à gauche, des sensibilisations à droite. C'est quoi le problème? Vous voulez prévenir quoi exactement? Au fait, comme je dis, nous avons un code mondial qui a été promulgué en 2021. Aujourd'hui, on est en 2024. Il y a les amendements qui sont en cours. Donc, il y a tout le temps des mises à jour qui se font. Et l'AMA martèle là-dessus
dernièrement à Accra, où j'ai participé au premier forum international de haut niveau sur la lutte contre le dopage, et là m'a martelé sur la sensibilisation. Tout le monde est censé être informé sur ces fléaux qui nous rongent. Les athlètes en premier, qui sont centrés, notre cible, mais également les accompagnateurs. Les personnels d'encadrement, qui sont les différents dirigeants des fédérations, ligues et autres, et également l'entourage. L'entourage, je vois la presse, je vois les autres membres de famille qui sont à gauche et à droite. Donc l'AMA a essayé de marteler là-dessus pour dire qu'on va aller au contrôle, oui, mais on ne sait pas aller directement au bâton sans pour autant caresser un peu avec la carotte. La carotte qui est la sensibilisation, qui est l'éducation, et leur faire voir les méfaits du dopage, les dangers du dopage. Quand vous parlez sensibilisation, derrière, sous-entendu, il faut des moyens. Tout à fait. Où est-ce que vous trouvez ces moyens? En fait, l'Agence mondiale, comme je dis, l'a représentée ici au Congo en une organisation nationale dénommée le Comité national antidopage congolais et subventionné de deux manières, si je peux le dire. On est partenaire, on est au fait dans un couloir où on a à notre gauche ou à notre droite, on a le mouvement sportif. Les fédérations. Les fédérations, donc, qui sont représentées par le Comité national olympique. De l'autre côté, nous avons le gouvernement de tous les pays du monde, mais pour nous, pour l'espèce du cas de la RDC, c'est le gouvernement et le ministère des Sports qui sont les deux partenaires pour que nous ayons des moyens. Si ce n'est pas un secret, dites-moi, est-ce que ces deux sources-là vous financent? Je ne dirais pas non, parce que l'argent est là, c'est budgétisé, mais on n'arrive pas à entrer en possession effective et régulière de ces fonds. Pourquoi? C'est un circuit. C'est un circuit. On ne trouve pas trop d'importance, on ne vous accorde pas assez d'importance, ou vous ne vous justifiez pas, ou vous ne vous faites pas d'importance. Ça, c'est encore un autre travail qu'on devrait faire avec vous. Ce n'est pas seulement en RDC, partout ailleurs, on le retrouve. Comme je te dis tout à l'heure, là récemment, j'étais à Accra. Il y a la commission médicale antidopage qui a été pilotée par un des médecins. Et pendant le plaidoyer au niveau de l'Union africaine, il a parlé de ce point-là, qui est très crucial. Souvent, nous avons tendance à organiser les choses et la santé vient toujours après. Alors qu'il y a des priorités. Mais de nature, on va à l'hôpital que quand on est malade, quand on se sent bien. Je vais aller faire quoi voir les médecins? C'est là c'est coûteux, je vais dépenser de l'argent. C'est là la culture, pour ne pas dire du noir ou du congolais. Prenons un exemple typique, un match de football. C'est vrai que c'est la réjouissance. Tout le monde aimerait bien voir comment est-ce que le ballon rond est en train de circuler. C'est qu'il est meilleur joueur, voilà. Il est performant. Mais on oublie que pendant ces émotions-là, quelqu'un peut faire une crise. Quelqu'un peut tomber, même ceux qui sont sur le terrain. Ben oui, on a vu des athlètes rendre l'âme sur l'air des jeux. Donc, quand la couverture médicale où les commissions médicales ont vu les dangers qu'il y avait, c'est voilà pourquoi on a créé cette commission médicale et antidopage, pour effectivement accompagner. Donc, on ne sait pas avoir le sport sans pour autant être en bonne santé. Nous étions en train de parler financement. Vous ne vous donnez pas assez d'importance auprès de vos deux sources, mouvement sportif et gouvernement, ou bien c'est ces deux sources-là qui n'ont pas assez de connaissances sur votre existence, sur ce que vous représentez comme valeur. En tout cas, nous, on fait notre part au niveau de la RDC, comme je vous ai dit là. Ce qui n'est pas suffisant. C'est pas suffisant et j'aimerais aussi bien que vous nous accompagniez. Dans ce lobbying-là, que vous fassiez vraiment ce bruit-là, dire qu'il faut mettre de moyens pour que le travail se fasse. Parce que le travail ne se fait pas seulement chez nous les experts. Également, vous nous accompagnez. On doit vous outiller pour aussi transmettre ce message-là, relayer le message, dire non au dopage à travers toute la République du Congo. Ce n'est pas seulement à travers le mouvement sportif, mais à travers l'entourage aussi. On va ouvrir une fenêtre, parlant du 9e Jeu de la francophonie tenu ici en République démocratique du Congo. Il y a eu combien de cas de dopage? Parce que on a ouï dire que vous n'avez sorti que les cas de l'athlète congolais qui a été contrôlé positif. Est-ce que c'était le seul ou bien il y a eu d'autres cas? En revenant au 9e Jeu de la francophonie, où la commission médicale et antidopage était dirigée par le docteur René Nguiebe Moubiala, qui est effectivement le président du comité national antidopage congolais, et j'étais le responsable de la sous-commission lutte antidopage et le coordonnateur de tout le programme de Jeux de la francophonie. Donc j'ai eu à travailler avec le comité international de Jeux de la francophonie, la commission médicale, qui est dirigée par un expert que tu as revu tout à l'heure là avec le football, la CAF. Donc c'est vraiment un expert de haute taille, docteur Zakia Bartaji. Et comment cela se fait? Nous avons eu un programme axé sur deux lignes. L'éducation, comme je dis, l'éducation au niveau des villages de jeu, au niveau des sites de compétition, où on informait
et on évaluait en même temps, à travers un jeu que l'Agence mondiale a mis en ligne, et on peut la télécharger, un quiz où il y a des questionnaires liés au dopage. Pour certaines qui ont des connaissances, évaluer les niveaux de connaissances des athlètes. Voilà, certains qui ont des connaissances de base, ils peuvent. Et on a mis même un quota pour avoir un prix. Il y avait des cadeaux, notamment les t-shirts de la francophonie, les casquettes, pour stimuler un peu les athlètes. On a eu beaucoup de participants, on a eu les athlètes, les dirigeants des autres pays et d'ici chez nous. Mais le taux de Congo était quand même faible, ça, je dois l'avouer. Mais de l'autre côté, on a eu les contrôles. Pour les Jeux de la francophonie, le 9e jeu, nous avons eu à faire une centaine de contrôles. Une centaine de contrôles. Je crois les 3000 athlètes qui étaient ici. Non, on n'était pas à 3000, on était pratiquement à 1000 et quelques. On a un quota, que nous appliquons sur le nombre d'athlètes et nous savons à l'interne combien on doit faire par rapport à ce nombre total des athlètes qui sont chez nous. Donc on a eu à faire… Proportionnel, tout à fait. C'est proportionnel? Proportionnel, il y a une petite formule mathématique là que je ne dévoile pas tout de suite là, mais quand même on a eu à faire une centaine de contrôles. Et parmi les 100 contrôles qu'on a eu, ça a été fait, expédié en deux temps. Et parmi tout ce monde-là qui ont été contrôlés, malheureusement, on est tombé sur les Congolais. C'est quoi le drame? Le contrôle de dopage, d'abord de 1, il est coûteux. En tout cas, on peut avoisiner dans 1000 € pour un seul contrôle. Le kit déjà pour s'en en procurer. Il n'y en a pas ici à Kinshasa, il n'y en a pas en Afrique. Il y a des firmes spécialisées où nous faisons les commandes. Et qui paye ces 1000 €? Pour passer une commande, il faut être un expert du dopage. Pour le cas de Jeux de la francophonie, c'était la direction, l'organisateur qui a payé pour avoir ces kits. Donc pour dire, le gouvernement congolais a déboursé de l'argent pour avoir ces kits-là. C'était exigé pour être dans les normes, pour crédibiliser également les jeux. Tout à fait. Il n'y avait pas de jeux sans le dopage. Donc, pour avoir ces jeux-là, il fallait, c'était une condition sine qua non, parmi tant d'autres, mais il fallait quand même qu'il y ait cette partie dopage. Et comme je le disais tout à l'heure, les contrôles coûtent énormément cher. Les laboratoires accrédités, où nous expédions, où nous envoyons nos échantillons, en Afrique, il n'y en a pas pour le moment, Valdo. Donc, pour dire que les tests ne se font pas, à Kinshasa. À Kinshasa. Moins encore en Afrique. Moins encore en Afrique. En Occident, je peux le dire. En Europe, plus précisément, il y a la Suisse qui est là. Il y a le laboratoire de France qui est là. Mais il y a tant d'autres laboratoires qui sont accrédités. Pour les accréditations, il y a toute une panoplie de conditions, effectivement. Et quand nous parlons avec les athlètes, ça, je ne cesse de marteler là-dessus. Parce que je sais que c'est là qu'il y a, la grande confusion. Et ça nous crée cette spéculation-là pour dire des critiques négatives. Qu'on peut manipuler. Eh ben, bien sûr. Mais quand je fais effectivement… Il y a des erreurs, vous n'allez pas ignorer qu'il y a des erreurs aussi qui se glissent dans la manipulation ou un athlète… C'est là que je vais en venir maintenant. Allez-y. Je vais essayer de détailler rapidement la procédure du contrôle. Comment ça se fait? Un athlète est choisi au hasard, d'une manière aléatoire. Comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas la seule manière pour faire un contrôle antidopage. Il y en a tant d'autres. Il y a le contrôle hors compétition et en compétition. Il y a la manière aléatoire, il y a la manière ciblée ou par rapport au contrôle intelligent. Donc, pour les Jeux de la francophonie, nous avons utilisé un package. Mais pour certains, comme je te dis, pour la plupart d'ailleurs, c'est la manière aléatoire. Donc, on ne sait pas si c'est Valdo qui sera contrôlé ou c'est Yves qui sera contrôlé. Donc, on tombe sur Valdo. Valdo est notifié et saisi qu'il a été sélectionné pour un contrôle de dopage. Il refuse. Connaissant ses droits et ses devoirs, il ne pourra pas refuser. S'il ne connaît pas ses droits et ses devoirs, si c'est une première pour lui, je lui en fais part. Il y a eu des cas de refus lors des 9e Jeux de la francophonie. Non, il n'y a pas eu un cas de refus. Il y a eu un cas de soustraction, si je peux l'appeler comme ça, terme technique. Ah non, ce n'est qu'un jeu de mots. Oui, il y a un athlète qui a failli se soustraire à la procédure. Il a été sélectionné, il a été notifié et il a cherché à s'éclipser en montant dans le bus pour rentrer au village. Heureusement, ce jour-là, j'ai été vraiment gentil. Comme les membres qui nous ont accompagnés de l'Agence mondiale étaient sur place, ils ont dit « Ah Yves, tu as vraiment été gentil. » Parce que c'était passible une tentative de se soustraire à un contrôle antidopage est une vrade. Une violation de règles antidopage assimilée à un contrôle positif. Et là, on ne discute pas. L'athlète écope de 4 ans de suspension.
4 bonnes années d'arrêt. Il pratique 4 rien, bonnes rien. années d'arrêt, juste parce qu'il a dit « Je ne viens plus, je rentre au village. Je ne viens plus, je vais chez moi à la maison. » Allons-y. On va en venir à notre réalité ici au Congo. Ça, vous êtes en train de peindre un tableau d'une compétition majeure qui s'est déroulée ici en RDC. Voilà, donc pour dire qu'il y a eu un tas de contrôlés, des athlètes contrôlés. Les cas aléatoires, choisis aléatoirement. Tout à fait. Il doit s'incliner, venir passer les tests. Les tests. Et une fois qu'il est à la station de contrôle et que la procédure s'achève en sa présence, si c'est un mineur, il est obligatoirement accompagné par un représentant. Donc, un dirigeant, un manager, un médecin. Ou tout. Si c'est une personne majeure, il a le droit de se faire accompagner ou non. Mais déjà, tout s'est fait en sa présence. Et on lui remet je dirais, une photocopie, un document de référence, comme tu l'as dit, un formulaire de contrôle que l'organisation garde et que l'athlète va garder. S'il est contrôlé positif, il pourra recourir à cela. S'il n'est pas contrôlé positif, bon. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur notre cas, le cas du judoka. Oui. Le cas du judoka. Lui, il n'a écopé que de 2 ans. De 2 ans. Pas de 4 ans. Oui, pas de 4 ans. Pourquoi 2 ans pas de 4 ans, 2 ans. En fait, l'organisation nationale a eu aussi à intervenir là-dessus. Pour minimiser un peu. Minimiser un peu la sanction. Et vite, l'athlète aussi est passé aux aveux. Ah bon, il est passé aux aveux. Il est passé aux aveux. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, par rapport à. Il y a au fait une notification lui disant que tu as été contrôlé positif. Et puis. À tel produit. Il y a eu. Voilà, tel produit. Et puis, il y a une sanction préventive. Déjà. Et on demande à l'athlète, soit, s'il n'est pas d'accord, il fait appel. Et s'il n'est pas d'accord et qu'il faisait appel et que son appel ne lui était pas favorable. Il aurait perdu du temps parce que la sanction court d'une période à une autre. Donc, s'il fait appel et qu'on doit traiter les dossiers, après... ce n'est pas le seul cas à traiter. Donc, voilà, tout à fait. Ce n'est pas le seul cas à traiter. S'il fait appel et qu'on le temps pour traiter son dossier nous prendrait 6 mois, 3 mois, 1 mois, la sanction courra de cette période-là où on a fini de traiter les dossiers et on va voir 2 ans ou 4 ans. Mais s'il passe aux aveux, il reconnaît effectivement que j'ai pris ça. Parce qu'il y a aussi un autre problème. Le personnel d'encadrement n'est pas aussi vraiment en contact étroit avec les athlètes. Je parle un peu du staff médical. On parle avec le médecin dit, moi je recours à la cryothérapie. Bon, je ne vais pas trop... On ne va pas entrer dans les détails techniques. Donc il dit, je recours un peu à un traitement assez basique et je suis sûr de mes athlètes qui ne prennent rien d'autre. Mais il y a des athlètes qui sont intelligents. Malin. Malin, comme je te le dis. Avant de commencer la compétition ou avant d'être interné, il s'est livré à une certaine pratique sans que son médecin ne le sache. Et sans passer aux aveux chez les médecins. Et c'est après, parce que je lui ai dit, tout ce que tu prends, tu es le seul responsable. Et si on te fait le prélèvement, comme là, le cas de notre espèce, tu as dit, c'était pas moi. Je suis aussi un agent de contrôle international. Pendant les Jeux méditerranéens en Algérie à Oran, j'ai fait le contrôle. Mais là, je n'ai pas fait le contrôle. Donc, du coup, il n'a pas été contrôlé par moi. Il y avait toute une équipe de 10 autres ACD, agents de contrôle de dopage, qui ont été formés par l'Agence française de lutte contre le dopage. En prévision de jeu. En prévision de jeu. Accompagnés aussi par l'Agence mondiale antidopage. Et toute cette équipe-là était sur place. Je tais un peu le nom, mais je crois, je l'ai. Même là, dans mon portable, dans mes dossiers, je l'ai. Je connais qui l'a contrôlé. Crédibilité, il y a? Crédibilité, oui, tout à fait. Et comment je dirais crédibilité au niveau de la personne? De la personne, oui, c'est une personne formée, accréditée et validée. Mais pour l'athlète, je dirais, il est déjà dévoilé, hein. Parce qu'une fois qu'il a été contrôlé positif... Bon, prenons un peu les conséquences. Il a été médaillé d'argent. Tout à fait. La médaille, on la perd. Ce n'est plus à comptabiliser dans le nombre de médailles remportées par la République démocratique du Congo. Tout à fait, tout à fait. Surtout pour les sports individuels, en tout cas, on évite cela. Quand vous êtes contrôlé positif comme ça, vous êtes assimilé à un tricheur.
Donc, bon, laissez-moi le temps de vous servir un peu à boire. Parce que on va en venir volontiers. à notre réalité. Moi aussi, je vais boire. Hein. C'est pas parce que on est à deux. C'est des réalités. Hein. Tout à fait. On va maintenant voir. Parce que vous avez peint ces tableaux-là, vous dites que c'est coûteux. On aimerait bien savoir ce qu'il en est exactement. Qu'on reste entre nous Congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas les Jeux de la francophonie où il faut que l'État s'investisse énormément pour la crédibilité, la réussite de ces Jeux. Mais c'est maintenant la vie au quotidien de la partie du sport ici en RDC. Comment est-ce que vous vous en sortez financièrement? Parce que vous dites que les tests sont ce qu'ils sont. Est-ce que nos athlètes qualifiés aux Jeux olympiques ont-ils vraiment été également? Vous pouvez boire un coup, les temps. Oui, on souffle un peu. Monsieur Yves, oui. Tout à l'heure, vous disiez que c'était coûteux, 1000 $ pour les tests. Quand on revient sur on reste ici en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'athlètes. Tout à fait. Les contrôles commencent à quel niveau pour les athlètes qui pratiquent le sport? Au fait, le contrôle, comme tu le dis, n'a pas de niveau. Nous avons une catégorie, nous avons, comment on appelle, une manière de répertorier nos athlètes. Je commence par le plus haut niveau. Ce que nous appelons les sportifs d'élite. Ceux-là, ils sont soumis automatiquement à des contrôles. Et à tout moment, autant de fois, en tout lieu. Ce n'est pas la veille d'une compétition majeure, une compétition internationale ou une compétition locale dans une province? Je vais répondre à deux volets. Je commence par la première qui est vraiment fondamentale et que nous devons tous intérioriser. Le contrôle de dopage se fait en tout moment, en tout lieu, d'une manière inopinée, on n'avise pas et autant de fois qu'on peut le faire. Dans ces contrôles-là, nous avons deux catégories. Nous avons le contrôle, comme je dis, hors compétition. L'athlète, je mène ma vie calmement. Il mène sa vie calmement. Mais pour ceux-là dont j'ai parlé tout à l'heure, les sportifs d'élite, qui sont déjà dans une dynamique. Ils ont des obligations, ils sont dans une dynamique. Ils sont au niveau, à l'échelle internationale, donc ils sont obligés de nous fournir leurs informations. Vous dites, vous fournissez ou bien c'est à vous d'aller chercher? Non, non. Ils sont obligés de nous fournir. En faisant quoi? Premièrement, les athlètes de haut niveau ont deux possibilités. Ils se rapprochent de leur organisation nationale antidopage, où il va m'amener, avec lui bien sûr on pourra le faire, il doit me donner sa localisation. Son adresse. Ndaku, place à Vandaga. Ndaku, place à Vandaga. Place à Salaka entraînement. Pas de problème. Il n'y en a pas assez. Ngonga na yango. Na mikolo na yango asalelaka. Pour yo osala nango nini? Nazala nango na constituer base de données na ngai na yebi ke soki na lingi na mona Valdo. Na ngonga songolo pakala na kozwa telle place. Ça c'est de 1. Maintenant, comme il est au niveau élite, nous avons un créneau horaire. L'athlète est obligé de nous donner 1 heure ou 60 minutes maximum où on peut le trouver. Je prends un exemple. Il nous dit mon jour à 24 heures. Monsieur l'agent de contrôle ou monsieur le coordonnateur, Yves, je pourrais être disponible tous les jours à partir de 12h à 13h. Ça me va. Et vous venez pour faire quoi? Je viendrai. Donc, cette période-là, il est susceptible à un contrôle de dopage. Il doit se préparer. Comme je dis, je ne préviens pas. C'est comme quelqu'un qui va se faire opérer, on lui dit il faut éviter de manger tel, parce que vous êtes dans une dynamique, vous allez vous faire opérer tel jour. Pendant cette période-là, il faut éviter. Est-ce là n'est pas l'occasion à ces athlètes-là de se priver également de certains produits dopants pour se mettre à votre disposition ou à la disposition de ces contrôles qui va être négatif, alors que lui, il s'en est bien servi pour pouvoir se cacher derrière. Tout à fait. Je vais rentrer dans nos prémices. Nous, on est là pour la prévention. Et la prévention n'a pas de prix. Et la prévention n'a pas de temps. Pour nous, on prévient
où on accompagne un athlète toute sa carrière et après sa carrière, il aura les résultats. Monsieur Yves, je reste dans le contexte congolais. Quand vous dites vous accompagnez les athlètes toute la carrière, je vois mal, connaissant nos athlètes. Loin de moi l'intention de les minimiser. Tout à fait. De venir être régulier à se soumettre à ces contrôles-là. Vous en avez combien? Ceux qui d'eux-mêmes viennent remplir tous ces critères, vous donner le temps d'entraînement, les heures, le jour, qui sont vraiment réguliers dans tous ces critères-là que vous dites. Oui, tout à fait. Ce travail a commencé, je pense, il y a déjà 2 années. Hein. Et nous le faisons. Vous avez combien d'athlètes? Oui, et nous le faisons d'une manière saisonnière. Donc l'adhésion ou l'affiliation au programme national antidopage se fait d'une manière saisonnière. Chaque saison sportive, l'athlète nous donne ces éléments dont j'ai cité. Quand vous me demandez combien, j'ai d'ailleurs plusieurs disciplines. Si j'ai bonne mémoire, la saison passée... Ça rend la tâche ardue. Mais on doit travailler, effectivement. Vous avez quel effectif, vous, pour d'abord avoir la maîtrise des Kinshasa? Parce que là, nous ne parlons que de Kinshasa. S'il faut qu'on s'ouvre aux provinces, je me dis... Tout à fait. Au fait, nous avons tellement simplifié les choses. C'est quoi le principe du dopage ou de l'Agence mondiale antidopage? Ne pas former du personnel ou des ressources humaines qu'on ne va pas utiliser. Déjà pour les Jeux de la francophonie, vous avez recouru à une main-d'œuvre évaluée à combien de personnes? Nous avons eu 10. Pour près de 1000 athlètes. 10. Nous avons eu 10 agents de contrôle congolais accrédités, formés. Congolais. Congolais, bien sûr. Et nous avons eu l'accompagnement de 2 agents de contrôle internationaux, dont un du Congo d'en face, un autre collègue ami camerounais. Nous avons eu la compagnie de l'Agence française de lutte contre le dopage. Il y a eu un coordonnateur du programme, de leur programme national, M. Tristan. Il y a Rémi qui était là aussi, son vice, et il y avait 2 autres agents de contrôle internationaux qui vont d'ailleurs prester pendant les Jeux olympiques. Vous n'avez pas atteint 30 personnes. On n'a pas besoin d'un grand effectif pour réaliser autant de contrôles. En tant qu'un expert, en tout cas Valdo, une journée pendant une compétition, je peux aller à plus de 10 contrôles, seul. 10 contrôles. Seul. Et qu'est-ce qui est exigé dans le cadre, prenons référence de ces jeux que nous avons organisés? Les minima journaliers, c'était de combien? Le minimum journalier, au fait, on avait un tableau de bord avec lequel on évaluait. Ça, je dirais pas c'est un secret ou une politique interne. Mais on avait un canevas par rapport au programme de compétition. Et nous, on a adapté notre programme de contrôle. Parce que je voyais 3-4 personnes, des fois, ils venaient chercher les athlètes pendant le basketball, ils prenaient, ils partaient avec tout à fait. Un coin, ils tout à fait. C'est de là que j'ai dit, il y a eu quand même des gens qui boudaient, qui ne sachant pas c'était quoi. Tout à fait. On revenait lui dire non, il faut insister. Oui. Et quand je vois ça pour ceux-là qui sont censés avoir une certaine connaissance, ramener cette réalité avec nos athlètes ici qui, de temps en temps, pensent que ça ne vaut pas la peine, vous vous en sortez comment? C'est ça mon inquiétude. C'est là que je dis, et nous, on est tellement confiants en vous ayant à nos côtés. On sait que le travail sera très bien fait. Nous, on est là avec le bâton, la carotte, la partie technique, mais il y a l'entourage, l'accompagnement, la presse joue un très grand rôle. Quand vous parlez de l'entourage, vous avez dit tout à l'heure ministère des Sports, comité olympique, les mouvements sportifs et consorts, mais il y a eu un temps où on nous a laissé entendre que la RDC n'était pas en ordre de paiement au niveau de la main. Ça se passe comment? Oui, les nations font quoi pour ne pas être en ordre? Qu'est-ce qui est exigé à une nation? C'est une inquiétude. Et la RDC a essayé de se démarquer dans le bon sens, mais là, on commence encore à retomber. Parce que d'ailleurs, on a encore des arriérés. On a encore des arriérés. J'en reviens. C'est d'ailleurs l'une des priorités, des points sanglants pendant la réunion à l'Union africaine, où il y a eu les représentants des ministres et des autres ministres des sports des différents pays africains. Et on épingle effectivement ce point-là. Les pays africains ne payent pas de leurs cotisations. Si je dois l'avouer ici, en tout cas... Je l'ai dit, ils n'en ont pas connaissance. C'est ce que je dis, c'est tellement de sommes modiques. Et nous, en tant qu'experts, qu'est-ce que nous faisons à chaque fois? Bon, bien sûr, ça aussi, c'est un autre problème chez nous. En tout cas, toutes les 2 années, on a un nouveau ministre des Sports.
Une année. Bon, le sortant a fait une année. Voilà. On ne sait pas, celui qui est là présentement fera combien de temps. Est-ce que va-t-il, les dopages ou l'antidopage sera-t-il dans ses priorités? Ou bien il va dire que même si on n'est pas là-bas, on peut également... le sport ne va pas s'arrêter. C'est pratiqué. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi, sur ce côté politique, je n'entre pas trop, mais je parle de l'effectivité. Quand vous n'entrez pas trop, une fois, non, en fait, on fait les deux. On est politique, mais on ne s'ingère pas dans la gestion de la politique. Comment ça se passe? L'Agence mondiale, dès qu'il y a un nouveau ministre, on a cette obligation. De faire quoi? De leur tenir informés, de faire la mise à jour de la mailing list. Ça ne veut pas dire que ce qui a été traité avec les sortants s'annule et qu'il faut recommencer à zéro avec les... Il faudrait d'ailleurs qu'on évite ce genre de comportement. Je dirais qu'il faut qu'il y ait cette continuité de l'État. Est-ce qu'à ce niveau-là, nous sommes dans l'antidopage? Hein? Soyons clairs, c'est notre pays. Nous l'aimons bien. Tout à fait. Si nous ne nous disons pas certaines vérités, nous ne serons pas en train d'aider ces pays à avancer. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Avec la succession de nos ministres. Ce n'est pas le cas, je dois l'avouer. Je veux rentrer quelques années en arrière. Nous avons eu le ministre, je crois, Denis Kambaï, à son avènement, qui avait compris. On est en 2016. En 2016. Qui avait compris, il a trouvé des arriérés. Il a apuré. L'ancien Premier ministre, à l'époque, Sama, qui était ministre des Sports, avait commencé. 2015. Et Denis Kambaï est venu juste quand lui il a démissionné. 2016. Denis Kambaï a eu à apurer ces arriérés-là. Nous avions un arriéré de 4 années. Donc compteur à zéro en 2016. Compteur à zéro. 8 ans plus tard, on en est où? On est à 2 ans d'arriéré. Donc l'année passée, on n'a pas payé nos contributions au niveau de l'Agence mondiale antidopage. L'année passée, donc je vois le sortant a fait une année. Donc c'est pendant cette période-là que rien n'a été payé. Et rien n'a été payé. Avant le jeu de la francophonie, nous sommes d'ailleurs passés à travers les médias pour dénoncer encore les 4 autres années qui n'étaient pas payées. Donc le ministre qui était là également avant n'avait pas non plus payé. N'avait pas non plus payé. Et c'est la direction des jeux, la francophonie. Donc, ayant compris, ayant pris à bras le cœur les plaidoyers du docteur Nguiebe, fils du pays, qui en fait d'ailleurs autant et au-delà même, qu'à un moment, moi, je me dis, il faut essayer d'arrêter et mettre les gens devant leurs responsabilités. Je pense qu'avec ce gouvernement, les choses vont changer. Ne me dites pas qu'ils ont annulé, mais ça a été payé. On a payé. Parce que sans ce paiement, on n'aurait pas eu les jeux. C'était parmi les conditions. Une fois les jeux il faudrait être conforme. Une fois les jeux finis, on rentre en mode non-paiement arriéré. On a l'arriéré de l'année passée. L'ancien ministre, je ne m'aimerais pas mettre dessus, avait promis de payer. Comme tu dis, il faudrait qu'il y ait une continuité. Je ne sais pas si les dossiers est sur la table. C'est combien? C'est combien d'argent? C'est une somme modique, Valdo. C'est combien d'argent? Si ce n'est pas un secret, ce n'est pas des millions. On détourne des millions dans ces pays. Tout un pays qui paye moins de 4 000 $, j'irai dans les précisions. Vous n'avez pas atteint 1 million. 3 750 par année. Cela peut varier, effectivement, mais elle ne varie pas de 10%. Donc, la République démocratique du Congo doit 3 750 fois 2 pour être en ordre de paiement avec l'Agence mondiale antidopage. Mais quelles sont les menaces? Parce que là, il n'y a aucune compétition que la RDC va organiser. Qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est la participation des athlètes aux Jeux olympiques, est-ce qu'il y aura-t-il un impact de ces non-paiements à cette participation? Tout à fait. Au fait, là, je rentre sur... c'est une notion aussi assez cruciale, approfondie, mais on ne va pas aller au fond. On va essayer de survoler un tout petit peu. Au fait, quand je parle de la conformité ou la non-conformité, il y a cet aspect-là de ne pas organiser et de ne pas participer. Prenons les cas. Nous avons des athlètes, il y a les Jeux olympiques. Tout à fait. Qui arrivent. Est-ce que c'est une menace? C'est non-paiement pour ne pas, pour que la RDC ne prenne pas, ou les athlètes de la RDC ne prennent pas part à ces Jeux. Je dirais une menace. On peut le dire ainsi. Je peux dire une menace, oui, parce qu'on doit se déclarer conforme. Parce que non seulement par rapport à ces contributions de l'Agence mondiale, mais par rapport au travail sur terrain
qui doit être effectivement budgétisé et subventionné par l'État, le gouvernement congolais. Là, déjà, il y a les différentes organisations internationales sur la lutte antidopage. Il y a l'ITA qui est là, qui accompagne l'Agence mondiale pendant les grandes compétitions, comme là pour JO Paris 24. Ils sont derrière nous. C'est tous les jours qu'on a des mails. Et qu'est-ce qui est recommandé? À la veille de grandes compétitions comme ça, Jeux africains, Jeux de la francophonie, Jeux olympiques, les athlètes qualifiés, les noms qui ont été soumis de votre organisation nationale, de votre comité national olympique, ces athlètes-là doivent passer par un contrôle antidopage. Au niveau national d'abord. Au niveau national. Est-ce que vous avez une idée des qualifiés de la RDC? Oui, j'ai quand même une idée. Ça fait, ça, ils sont combien? Parce que même nous, journalistes, on a difficile à vous dire. Oui, mais je crois qu'elle est évolutive. Hein, elle est évolutive. Il y a d'autres compétitions qui continuent à se jouer. J'ai appris à l'athlétisme. Il y a encore des places. Il y a encore des places à prendre, mais oui. Je vais vous dire qu'on a donné qu'une seule place dans ce qui est distribué comme solidarité. Il y a juste une place pour la RDC en athlétisme. En tout cas, là, il faudrait que j'ai des... Ce que vous avez, c'est combien d'athlètes de la RDC? En tout cas, jusque-là, moi, j'ai un package sur lequel je vais travailler. Pas seulement les sélectionner directement ou les confirmer. Même les prêts. Voilà, même les prêts, je les prends. J'ai un package au moins de 25 à 30 athlètes. Susceptibles, qui doivent être contrôlés, qui doivent avoir un passeport, si je peux le dire, pas vierge, mais un passeport bien visé, pour dire que cet athlète-là a participé à des séances d'éducation, de sensibilisation, et je mettrai à leur disposition d'ailleurs la plateforme électronique qui est là de l'Agence mondiale antidopage, mais également la plateforme, une application du Comité national antidopage congolais, où l'athlète aura à passer un certain quiz, un certain nombre de questionnaires. Comme un peu lors des Jeux de la francophonie. Voilà, comme un peu lors des Jeux de la francophonie. Et nous, encore, on a donné plus d'avantages à nos athlètes. On leur permet d'être en contact permanent avec la liste des interdictions. Elle est tellement, je dirais, vaste. Et puis, elle est tellement codifiée, technique. Et nous, on essaie de faire ce travail-là. C'est un très grand travail qu'on a à faire. Et l'Agence mondiale nous a même félicité pour cette avancée-là, parce qu'on tient toujours informé. Donc, par le côté managérial de notre président, le Dr Nguebe, il a quand même boosté. On a eu à faire des séances de travail avec les agents d'éducation. Et on a réuni la liste de médicaments autorisés en RDC, qu'on a associé à la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage. Et aujourd'hui, un athlète congolais peut aller dans une pharmacie, évidemment, s'il est passé par l'enregistrement au programme national. Il a accès à ça, aller dans une pharmacie, taper le nom d'un médicament. Le tout récent, c'est le tramadol qui vient de faire son apparition dans la liste des interdictions. Mais s'il va chercher, par exemple, du paracétamol, il tape via l'application paracétamol. Et la réponse, elle est automatique. Accepté. Merci bien de contacter le service et tout. Et le paracétamol ne fait pas partie de la liste des interdictions. Donc, tu peux le prendre sans inquiétude. Là, vous faites passer des athlètes aux médecins pratiquement. Oui, mais on facilite la tâche. Au fait, c'est ce que l'Agence mondiale veut. Qu'on se prenne en charge, qu'un athlète de lui-même sache aussi s'autodiscipliner. Parce qu'il est le seul responsable de tout ce qui entre. Moi je reste encore sous ma soif de savoir un peu plus parce que le jeu arrive. Ces athlètes-là, est-ce que vous les avez vus, les quelques-uns? Vous les avez personnellement vus? Question de rassurer un peu les Congolais de leurs représentants au jeu. Hein, parce qu'on ne veut pas y aller ou qu'on nous dise déjà on est à un petit nombre. Qu'on ne nous dise pas que non, celui-là encore se retrouve un peu comme les judokas, une médaille de bronze comptabilisée pour les pays, mais qui s'annule. La RDC est à la quête d'une médaille. On n'aimerait pas se retrouver dans des cas où l'athlète qui va chercher la première médaille olympique se retrouve sanctionné de 4 années. Ah oui. Effectivement, j'ai été en contact avec certains et leurs dirigeants, effectivement, aussi, mais qui jusque-là ne nous facilitent pas trop la tâche. Comme j'ai dit, il y a un très grand travail à faire au niveau du mouvement sportif et d'établir vraiment cette relation étroite. Vous demandez de l'argent quand vous faites ce travail-là? Non, on ne demande rien. L'affiliation au programme national antidopage, c'est $2 Valdo.
2 bons dollars pour toute une saison sportive, pour toute une année. Quand on multiplie le nombre d'athlètes, vous faites aussi de l'argent. Oui, là vous allez sur le nombre. Là, vous allez sur le nombre d'athlètes, mais on ne voit pas la consommation de ces athlètes-là. Pour toute une année sportive, les conseils, tout ce qu'on met à ta disposition, un suivi pour 2 petits dollars, Vald. Bon, même l'athlète pourrait s'en en payer sans pour autant entendre de dirigeants. 2 dollars, ça paraît modique. Mais quand on comptabilise les nombres d'athlètes, quand on va dans toutes les disciplines, s'il faut vraiment que cela soit réglé, vous faites aussi de l'argent. Non, on ne se fait pas de l'argent. Vous pouvez par vous-même payer également ce qui est exigé pour les comptes de la RDC à l'Agence mondiale. Mais pourquoi pas? Mais voilà pourquoi on demande cet accompagnement-là. Parce que là, je dirais, c'est un partenariat, si je peux le dire. Gagnant-gagnant. Pour ne pas dire que de l'autre côté, ils gagnent même plus. Parce qu'on a mis... Combien coûterait une application? Combien coûterait une intelligence artificielle où vous allez directement poser la question sur un produit qui mettrait fin à votre carrière par ce prix d'aval de 2 dollars? On a trop parlé des athlètes. Ils ne sont pas les seuls à courir lors des compétitions. Ouais. Si on parle par exemple en football, il y a aussi des arbitres qui sont passibles des tests aussi. Non. C'est une question d'ailleurs qui a été posée. C'est une question d'ailleurs qui a été posée au niveau... Parce qu'eux aussi, ils veulent être très performants. Parfois, ça court plus que le joueur. Je comprends. On va le dire. Hein. Ça court plus que le joueur. Ça, c'est vrai. C'est une question qui a été soulevée. Elle était tellement pertinente. Et en même temps, les gens s'en sont moqués. Mais bon, je dirais... En fait, le dopage, c'est dans... Notre cible, c'est l'athlète. Le dopage des arbitres, nous ne sommes pas encore là. Mais ça a été posé au niveau du séminaire avec la CAF, la FECOFA et l'Organisation nationale antidopage, le CENAC. Et pour les arbitres, qu'est-ce qu'on fait? Non. Jusque-là, nous sommes sur les athlètes. Il y a aussi cette extension-là, où il y a des fois quelques cas qui sont relayés ou renvoyés vers là. Ces centres de toxicomanie. Ça aussi, c'est un travail à faire. Bon. Quand on parle de dopage, vous êtes à Kinshasa, ou Kinshasa centre des institutions, mais la problématique des provinces, on va se quitter par là. Comment vous fonctionnez avec les provinces? Est-ce que vous avez des points focaux dans chaque province pour essayer également de relayer? Si Kinshasa se retrouve dans cette difficulté, je parie que dans les provinces, c'est encore pire. Oui, il y a un mécanisme qui est déjà mis en place et qui est en train d'être déployé déjà. Je rentre d'abord sur le programme national antidopage. Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est l'adhésion au programme via ce montant forfaitaire de 2 dollars par athlète. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les secrétaires de clubs. On a une facilité. Les secrétaires de clubs qui viennent avec les informations que nous avons demandées. Ils sont... Bon, ces secrétaires-là, allez-y. Donc, ces informations sont tellement basiques. Leur lieu d'entraînement. Leur lieu d'entraînement. Leur identité complète avec une photo récente. Les heures d'entraînement. L'adresse. Et également, on peut rajouter le staff technique, le staff médical, pour qu'ils accompagnent aussi au fait. Et ça peut être envoyé ou déposé en dur chez nous, en notre siège. Ça, c'est d'abord au niveau de Kinshasa. Au niveau des provinces. Le siège se trouve où? Le siège, pour le moment, nous sommes au stade de Martyr, au gymnase jumelé. Vous êtes bénéficiaire des Jeux de la francophonie? Je dirais oui, c'est un leg. Hein, c'est un leg. Avant, vous étiez... C'est un leg. On était toujours au stade de Martyr, mais le siège qui est là pour le moment et qui a toujours été là n'est pas encore à la hauteur. Donc c'est encore un plaidoyer au niveau du gouvernement de doter le comité national antidopage d'un siège digne de nom. Les 2 dollars peuvent vous permettre de vous doter d'un siège digne de nom. Accompagnez-nous d'abord dans cet enregistrement-là, dans ce travail-là, et puis le reste se fera progressivement. Après. Allez. Donc je disais en province, en dur. En province, on a donné aussi cette possibilité-là de le faire par mail ou même par nos réseaux sociaux. Le paiement. Aujourd'hui, le comité national, je ne dirais pas aujourd'hui, ça date. Il a un compte bancaire. Il y a un compte bancaire qui est dans toutes nos lettres de bas des pages, dans tous nos papiers sur le bas des pages, entre toutes les correspondances. Le compte bancaire, il est là. Nous avons fait un autre travail pour faciliter toujours nos partenaires, les personnels d'encadrement, avec le mobile money. Ah ben oui, c'est... Oui, avec le mobile money. Nous avons déjà eu un partenariat avec eux. Le numéro sera
seront communiqués parce qu'il n'y a pas seulement Vodacom ou autre. Donc on a pris tous les réseaux et voir au niveau de la RDC, notamment nous connaissons qu'il y a une cartographie, il y a des zones où ils utilisent plus RTL, donc RTL Money, il y a d'autres qui utilisent plus M-Pesa, même à Kinshasa ils peuvent le faire. Donc le paiement... On comprend que tout est structuré aujourd'hui. Tout est structuré, oui. On aimerait bien, pour la toute dernière question, et celle de savoir, Oui. quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui dans votre travail? En tout cas, je n'irai pas par 4000 chemins, hein. J'irai tout droit. La plus grande difficulté, c'est l'accompagnement du gouvernement qui a ratifié cette convention et qui a déclaré qu'elle serait inviolablement respectée. Quand je parle de l'accompagnement du gouvernement, je vois les paiements de cotisations et de la mise à disponibilité des fonds pour permettre aux experts de dopage de la RDC de faire leur travail. La sensibilisation et les contrôles antidopage. Donc nous avons besoin de moyens. Deuxième chose, c'est l'applicabilité, comme je vous ai expliqué l'autre fois, le samedi passé. L'applicabilité de ces résolutions-là. Le comité olympique a eu à signer une circulaire enjoignant aux fédérations de se conformer aux exigences antidopage au niveau du comité national antidopage congolais. Cela a été relayé jusque-là par certaines fédérations, notamment le football. En tout cas, ils ont été prompts. Le basketball a emboîté les pas. À l'époque, le tennis de table, là où tennis avait aussi, mais jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore ni d'effectivité ou, pour certains, tellement réduite qu'on ne va pas se mettre à énumérer certaines fédérations qui amènent quand même les quelques athlètes pour leur faire enregistrer. Donc, nous avons vraiment besoin de cet accompagnement-là, de cette effectivité sur terrain et de l'évaluation également. Et moi, je pense que le travail là serait fait par la presse. Merci. Marteler là-dessus et vous avez trop renvoyé à la presse des balles. Hein. J'espère bien que cette presse vous accompagne. Hein. Docteur Nguebe, vous savez comment est-ce que la presse est toujours proche de vous dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'était un plaisir de vous avoir. Parler un peu antidopage. Le dopage en République démocratique du Congo, c'est différent de réalité parce que bon, quand on dit dopage, même les athlètes, on a peur. On s'est dit, je ne vais pas. Revenez-nous. Dès qu'il y aura du nouveau, en tout cas, nous allons vous appeler comme on a fait. Pas de souci, je suis là, je suis disponible, vous avez toutes mes coordonnées. Je vais rajouter un seul truc. Allez-y, un tout dernier. Un peu de mots. Au fait, il faut que le personnel d'encadrement, les dirigeants des fédérations, se disent que parmi les 11 VRAD, les violations des règles antidopage, il figure la complicité. Ah ben oui. Un athlète que je n'arrive pas à localiser, que je n'arrive pas à contrôler et diriger et encadrer. Et du coup, ça mène à ces encadreurs-là un peu de culpabilité et de raison pour tomber dans cette violation-là qui est la complicité et qui est sanctionnée par l'Agence mondiale pour 2 ans. Complicité 2 ans. Complicité 2 ans de suspension. Pour un dirigeant de fédération mis à côté. Faut éviter aussi la complaisance entre les accointances. Quand je dis les accointances, entre vous, responsables de ces centres, et les dirigeants des fédérations. Tout à fait. Donc, allez-y comprendre. J'ai tout dit dans ce que j'ai dit. J'ai compris ce que vous avez dit. Le message est bien passé de 2 côtés, je pense. Bien, allez, merci. Merci. On prend rendez-vous au prochain numéro. Sinon, suivez-nous à travers nos plateformes, Neurosé également sur Ecopolis et Télévision. À très bientôt.